Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Un demi-siècle après la mise en service du Concorde, une nouvelle génération d'avions supersoniques pourrait voler dès 2020. Mais qui sont ces successeurs presque prêts à décoller? Comment pousser la capacité des ordinateurs? Sabrina Ouazani est la seule mathématicienne en France à travailler sur le sujet. Elle construit l'hyper-informatique de demain. Elle sera notre invitée. Il y a donc 50 ans, le Concorde volait pour la première fois. Retour sur l'épopée du premier avion commercial à avoir passé le mur du son avec Julien Cheida. En 1962, la France et la Grande-Bretagne se lancent dans un pari impossible. Construire le premier avion supersonique destiné à des vols commerciaux. 7 ans plus tard, en mars 69, le Concorde effectue un premier vol de test de 27 minutes. Il faut encore attendre 7 ans de plus pour voir un premier vol commercial en janvier 1976. Pour cette prouesse technologique, les ingénieurs ont voulu un modèle racé, bien différent des avions ordinaires. Le Concorde, c'est surtout une vitesse jamais atteinte pour un vol commercial, plus de 2000 km/h, soit 2 fois plus vite qu'un vol ordinaire. Mais ce bijou franco-britannique a 2 soucis majeurs. Le problème de pollution sonore avec le mur du son et son empreinte carbone, très importante. À l'aube du XXIe siècle, 14 avions Concorde effectuent des vols commerciaux, jusqu'à la tragédie de Gonesse. En juillet 2000, un avion de la compagnie Air France s'écrase 1 minute après son décollage de Roissy, tuant les 100 personnes à son bord. L'enquête a montré qu'à plusieurs reprises, il y avait eu des alertes sur des problèmes de maintenance de l'appareil, alertes restées sans suite. Ils n'ont pas agi, alors que les incidents se poursuivaient régulièrement. Il y en a eu plus de 70. Après cela, le Concorde n'est plus en vogue et perd peu à peu de sa superbe. Pour son dernier vol commercial, l'avion supersonique atterrit à New York en octobre 2003, tirant un trait sur les années dorées du voyage supersonique. Et le meilleur de nos pilotes, Guillaume Gralet, est avec nous en plateau évidemment. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors, voler au-dessus de la vitesse du son, c'est dépasser très précisément 343 mètres par seconde. Oui, ou encore 1224 km/h au niveau de la mer. C'est ce qu'on appelle Mach 1. Alors, il faut savoir qu'à cette vitesse-là, un avion, en fait, il va créer autour de lui des ondes de choc. Et c'est lorsque ces ondes de choc, après le passage de l'avion, vont se rencontrer, on va avoir une explosion qui est liée au passage du mur du son. Alors, info ou intox, vous nous dites maintenant que le Concorde n'est en fait pas le premier avion supersonique. Comment ça? En fait, le Concorde a eu un grand frère soviétique qui s'appelait le Tupolev Tu-144. Et ce grand frère britannique, il a fait beaucoup parler de lui à cette époque, mais il a eu également un drame. Il n'avait que 5 ans lorsqu'il a été montré au Paris Air Show et il s'est écrasé. Alors, il n'a fait qu'une 50aine de vols commerciaux, mais ceci dit, il a tout de même inspiré la NASA, notamment à travers le Supersonic Flying Laboratory. Allez, on revient au présent maintenant, puisque plusieurs projets civils ont bien avancé. Il y a notamment des avions supersoniques qui pourraient bientôt voler. Oui, alors un des plus prometteurs, il s'appelle le X-59 Kest. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est soutenu à la fois par Lockheed Martin, mais également par la NASA, qui investit plusieurs centaines de millions de dollars. On travaille beaucoup sur l'allongement du nez pour là aussi réduire le bruit. Deux autres avions qui, eux, seront réservés à la clientèle commerciale, notamment l'Aerion AS2 supersonique, qui a été créé par une entreprise du Nevada. Il promet de faire Londres-New York en 3 heures. Le problème, c'est que là, sa mise au point a nécessité plus de 4 milliards d'investissements de dollars. Donc on se demande à quel prix sera le vol. Son concurrent sera le Spike Aerospace. En fait, c'est un fabricant de Boston qui a mis au point un appareil assez impressionnant qui va nous permettre, promet le constructeur, d'aller faire du shopping de Paris à Dubaï en quelques heures. Surtout, à l'intérieur, les fenêtres sont remplacées par un énorme, gigantesque écran. On a un bruit promis très faible, celui d'un applaudissement timide. Le point faible, c'est qu'il sera seulement limité à 12 passagers.
Et le plus prometteur d'entre eux, il s'appelle Boom. Les tests ont déjà été effectués et le premier vol commercial pourrait avoir lieu en 2023. Oui, impressionnant. Boom, c'est un triréacteur qui nous permettra, promet son créateur, d'aller jusqu'à 2700 km/h. Et ce créateur, Black Scholl, est haut en couleur. C'est un ancien employé d'Amazon. Il promet qu'un jour, on arrivera à aller à n'importe quel endroit de la Terre en moins de 5 heures et surtout autour de $100. Ce qu'on a envie de lui dire à M. Scholl, c'est bon courage. Mais surtout, faites attention à la consommation énergétique de votre création parce que c'est ça le vrai danger de ces avions supersoniques. Je suis sûre qu'il vous aura entendu. Merci beaucoup, Guillaume. L'intelligence artificielle imprègne notre quotidien, bien sûr, mais les scientifiques se sont rendus compte que certaines questions ne peuvent pas être résolues par un algorithme. Une discipline à la croisée des maths et de l'informatique est donc née, la calculabilité. Une femme est la seule à travailler sur cette notion en France. Sabrina Ouazani, post-doctorante au laboratoire d'informatique de l'École Polytechnique et boursière de la Fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Alors comment construit-elle l'hyper-informatique de demain? On la rejoint tout de suite pour en parler. Bonjour Sabrina. Bonjour Marjorie. Alors concrètement, la calculabilité, ça veut dire quoi? La calculabilité, c'est la branche de l'informatique théorique qui s'intéresse à quels sont les problèmes qu'on peut résoudre ou pas avec un ordinateur. Donc, en gros, quelles sont les questions auxquelles on pourrait répondre par un algorithme, un programme qu'on pourrait faire tourner sur un ordinateur et pour lequel on obtiendrait une réponse. Et on s'aperçoit en fait que depuis donc, un certain nombre d'années aujourd'hui, que certains programmes ne seront jamais résolus par un ordinateur. Jamais, jamais avec les ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Même si on ajoutait de la puissance, même si on avait des temps de calcul, même si on avait des meilleurs processeurs, etc., qu'on pourrait augmenter la rapidité de calcul ou la puissance de calcul, jamais on ne pourrait résoudre ces problèmes-là. Si j'ose dire, vous êtes en quelque sorte l'héritière du père de l'informatique moderne, Alan Turing. La machine de Turing, c'est d'ailleurs un de vos objets de recherche. Qu'est-ce que l'informatique de demain va nous permettre d'accomplir à nous, utilisateurs et utilisatrices? Alors, Turing, dans les années 30, en 1936, quand il a sorti son premier article qui parlait des machines de Turing, donc l'ordinateur d'aujourd'hui, s'intéressait à comment essayer de résoudre des problèmes de manière plus généraliste, de manière universelle, c'est-à-dire avoir une machine, ce qu'on appelle aujourd'hui un ordinateur, auquel on entre une donnée en entrée, qui va être le problème, avec potentiellement des données, et en fait, en sortie, obtenir la réponse à la question, au problème qu'on se pose. Et aujourd'hui, on a différents types d'ordinateurs qui émergent, différents, comme l'informatique quantique, etc., mais qui restent en fait finalement liés à cette façon de réfléchir, qui restent dans un modèle où j'effectue des étapes de calcul, peut-être avec une certaine probabilité, peut-être sans probabilité, donc probabilité pour tout ce qui est quantique, sans probabilité pour le système classique, mais on reste dans une façon de fonctionner assez classique. Il existe d'autres pistes de recherche comme la mienne, enfin, comme mathématiques et d'autres façons aussi de réfléchir, qui sont, ok, on connaît ce modèle, mais si on essaie de l'étendre, si on essaie par exemple de lui rajouter des limites, qu'est-ce qui se passe si finalement un calcul qui n'a pas l'air de terminer, mais qui a l'air de tendre vers quelque chose, on accepte que au bout d'une infinité d'étapes de calcul, il aura fourni une réponse de ce type-là et qu'on peut continuer de calculer jusqu'à une prochaine limite, etc. Alors on sort du cadre classique et on se permet en fait une nouvelle façon de réfléchir avec des limites et donc d'aller beaucoup plus loin et de traiter des problèmes de nature différente de ce qu'on savait faire avant. Alors en parlant de chiffres, on approche de la journée internationale des femmes et le plafond de verre est encore une réalité dans le domaine des sciences. Seulement 29% des chercheurs sont des chercheuses et 3% des prix Nobel scientifiques leur sont décernés. Alors comment est-ce qu'on fait pour changer ces chiffres-là, Sabrina? Alors il y a plusieurs types de possibilités. Je pense que ça commence assez jeune, en fait, dans l'encouragement des jeunes filles à vouloir faire des sciences. Souvent, je pense que c'est pas que les petites filles ne veulent pas faire de sciences, c'est que arriver en grandissant vers le collège, vers le lycée, avec l'adolescence, avec les codes sociaux qui se mettent en place, on a tendance à se rendre compte que les jeunes filles vont plutôt partir, si jamais elles font de la science, vers de la biologie, ce genre de choses, ou juste dans des voies différentes. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut les encourager à se dire, vous êtes capables, arrêtez de vous mettre des barrières, de croire que ceci n'est pas pour vous pour des raisons X ou Y. Si ça vous fait plaisir,
venez faire de la science. Et ce type d'encouragement peut passer par des rencontres avec des vrais scientifiques, des immersions dans des labos. Ce qu'on fait avec la Fondation pour les femmes en sciences, L'Oréal UNESCO, c'est aller voir ce public et leur parler, leur montrer que si elles en ont envie, il ne faut pas qu'elles se posent de barrières et qu'elles y aillent. Est-ce que c'est ce que vous venez de faire aussi aujourd'hui sur le plateau de Tech24 ? Merci infiniment Sabrina Ouazani et l'hyper-informatique de demain. Et tout de suite, c'est Test 24. Et cette semaine, on vous aide à revoir votre routine beauté puisque les objets connectés envahissent l'industrie de la cosmétologie. Oui, Marjorie, on a envie de saluer aujourd'hui l'initiative qui s'appelle Biotimix, qu'on doit à une polytechnicienne qui s'appelle Nelly Pitt. Et Nelly Pitt, elle a eu envie que l'on puisse créer soi-même, chez soi, son shampoing, son déodorant, même sa petite crème. Ça, c'est ce que j'ai fabriqué. Je vais vous montrer comment j'ai fait. À domicile, il y a plusieurs avantages. Cette crème, j'ai pu la faire à moins de 4 €. C'est économique, écolo, parce que tous les produits que j'ai ici, eh bien, ils sont bio, ils sont censés être bio, et surtout de manière personnalisée. C'est un peu la cosmétique do it yourself. En réalité, Biotimix fonctionne à travers une application qui va vous aider à connaître votre peau et ensuite va vous donner des conseils, des recettes pour mettre au point votre cosmétique. Ça se déroule comme ça, je vais aller très vite, c'est-à-dire que je vais utiliser cette balance pour savoir exactement la quantité de chaque produit dont j'ai besoin. Là, j'ai de l'amande poivrée par exemple, et pour mettre au point de la crème hydratante, eh bien, il faut de l'hydrolat, de l'émulsifiant, de la glycérine ou encore un tout petit peu d'huile, et ça va nous permettre vraiment d'avoir ça à domicile. Ça va vraiment dans la plus grande connaissance de soi-même. Il y a aussi une autre initiative que l'on doit à L'Oréal. Vous savez, L'Oréal qui est un outil Modiface qui, grâce à l'intelligence artificielle, vous permet d'en savoir plus sur vous. Eh bien, La Roche-Posay a mis au point My Skin Track. C'est un petit capteur qu'on vous invite à poser sur votre vêtement, et ce tracker va vous donner des informations sur le degré d'UV, mais également le degré de pollution autour de vous notamment. La beauté de la peau sur mesure. Merci infiniment Guillaume pour toutes ces infos. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se rejoint très vite sur les réseaux sociaux avec le hashtag Tech24 et on se dit à très bientôt.